Merci de nous rejoindre sur Télésud. L'entretien du jour reçoit ce soir Ovanes Gevorkian, le représentant du Haut-Karabakh en France. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Avec vous, ce soir, nous allons tenter d'expliquer à nos téléspectateurs ce qui se passe dans cette région du Caucase. Depuis le 27 septembre dernier, il y a eu une explosion de violence dans cette zone, le Haut-Karabakh, dont on entend parler régulièrement. En 2-3 phrases, qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs sur ce qui se passe réellement, en dehors de tout ce qu'on a déjà entendu dans les médias? L'explosion de violence est due à l'offensive militaire, plus précisément l'agression de l'Azerbaïdjan contre la population du Haut-Karabakh. Oui. Et dans cette guerre, comme beaucoup ont rapporté déjà, la Turquie apporte son soutien total à l'Azerbaïdjan. Et il s'est avéré que les troupes azerbaïdjanaises sont épaulées par des mercenaires djihadistes qui sont arrivés sur le sol azerbaïdjanais pour combattre contre le Haut-Karabakh. Quelle est l'intention du pouvoir azerbaïdjanais? Oui. Il ne le cache pas, il dit très clairement, c'est la libération ou le nettoyage des Arméniens de ce territoire, le Haut-Karabakh. Et comme 97% de la population est arménienne, donc l'intention du pouvoir azerbaïdjanais est de nettoyer quasiment toute la population arménienne de cette région. Ce n'est pas une rhétorique alarmiste là que vous avez, non? Ce n'est pas une rhétorique alarmiste, hélas, c'est la réalité qui se passe sur le terrain depuis maintenant plus de 11 jours. Tous les jours, il y a un bombardement, il y a des opérations aériennes intenses, des roquettes, des avions, des hélicoptères, des drones qui sont utilisés avant tout contre la population civile dans nos villes, la capitale Stepanakert, Chouchi, éloignée de la ligne de contact, mais aussi contre nos militaires. Donc, on résume, nous sommes dans un territoire dans le Caucase. L'Azerbaïdjan essaye de récupérer un territoire dans lequel il y a, vous dites, 95% de personnes qui sont d'origine arménienne, c'est ça? 97% de la population est arménienne. 97% de la population. Pourquoi l'Azerbaïdjan s'est réveillé un matin et dit « je retourne chercher ce territoire » ? L'Azerbaïdjan ne s'est pas réveillé un matin. L'Azerbaïdjan essaie de le faire depuis 1994, date du cessez-le-feu, où l'Azerbaïdjan, d'une manière régulière, avec une régularité qui vient, qui est venue par exemple en 2016, oui. Il y a quelques semaines encore, en 2020, été 2020, mais en dehors de ces pics, il y a toujours des escarmouches et sur la ligne de front entre le Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan et aussi sur la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc l'Azerbaïdjan ne s'est pas réveillé tout d'un coup. Simplement, cette fois-ci, l'Azerbaïdjan s'est senti épaulé grandement par la Turquie et la situation économique probablement a joué son rôle aussi. Est-ce qu'il y a un calendrier caché, des intentions cachées de la part de la Turquie ? Il y a cette rhétorique ou les intentions qui ne sont même pas cachées. Oui. La Turquie dit, l'Azerbaïdjan, contrairement à l'ensemble de la communauté internationale, la Turquie est le seul pays qui encourage l'Azerbaïdjan d'avoir recours à la force pour reconquérir un territoire au détriment des populations civiles qui vivent, qui habitent sur ce territoire. Et donc, l'explication est simple. Le président turc veut se positionner, mais pas depuis peu, depuis longtemps, comme le leader du monde musulman, mais surtout du monde turcophone. Et sur ce plan, l'Azerbaïdjan correspond parfaitement aux critères. C'est à la fois un pays musulman et un pays turcophone. Et l'intention de la Turquie et de M. Erdogan, surtout, c'est d'étendre et de renforcer son pouvoir en Azerbaïdjan même. D'où aussi, il me semble,
la présence de ces mercenaires djihadistes qui en dit long des intentions du pouvoir turc. Vous parlez de mercenaires djihadistes, donc je vous ai entendu dire tout à l'heure que la Turquie aurait envoyé des mercenaires pour soutenir l'armée de l'Azerbaïdjan, c'est ça? Oui, en fait, je serais affirmatif, plus affirmatif que vous, parce que ces éléments ont été avérés et donc confirmés, non seulement par le président de la République française lui-même, mais aussi par les administrations russes, iraniennes, américaines, mais également des journalistes, des agences de presse comme Reuters, par exemple. Quand vous dites ça, est-ce qu'on a une idée du nombre de combattants que la Turquie aurait envoyés aux côtés de l'Azerbaïdjan? D'après nos informations, en ce moment même, il y a 1 millier de combattants mercenaires côté azerbaïdjanais. 1 millier? 1000, oui, à peu près. Et vous en avez la preuve? Nous en avons la preuve parce que quand nous écoutons des conversations, il y a des conversations qui se passent en arabe. L'Azerbaïdjan, ce n'est pas un pays arabophone, c'est un pays turcophone. Il y a des enregistrements qui arrivent à nous avec des conversations, des enregistrements que ces mercenaires s'enregistrent. Et puis, entre autres, il y a aussi des cadavres, donc des tués de ces mercenaires. On sait d'où ils viennent, ces mercenaires, ou pas? Ils viennent essentiellement de Syrie et de Libye. Financés par la Turquie? Financés par la Turquie, c'est eux-mêmes, en tout cas certains d'entre eux qui l'affirment, en donnant même des montants entre 1 500 et 2 000 euros par mois. Et si jamais ils meurent dans les combats, leur famille, le pacte est que leur famille reçoive une citoyenneté turque et reçoive également une pension pour s'installer et vivre en Turquie. Vivre en Turquie. On va revenir à ce conflit. Est-ce qu'on a, à l'heure où vous et moi, nous parlons là sur ce plateau, est-ce qu'on a une idée du bilan des affrontements aujourd'hui? Oui, je vais vous donner les chiffres côté karabakhiot et côté arménien, parce que l'Azerbaïdjan ne communique pas ses pertes. Peut-être que l'Azerbaïdjan n'a pas de pertes, non? Probablement, je ne sais pas, mais en tout cas, l'Azerbaïdjan ne communique pas ses pertes. Vous savez, pendant la guerre, tout le monde a des pertes. La guerre, il n'y a pas de guerre propre. Toutes les guerres sont sales et malheureusement, ce sont les petits gens qui souffrent. Et j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de pertes pendant ces affrontements, pendant la guerre. Mais la guerre est une chose où tout le monde a des pertes. Et ce n'est pas parce qu'on ne communique pas qu'on n'a pas de pertes. En tout cas, nous, côté arménien, nous avons une vingtaine de civils tués pendant les bombardements, les premiers fauchés dans leur sommeil le jour même du début de ces bombardements, donc le 27 septembre, et d'autres qui sont restés sous les immeubles, visés, ciblés par l'armée azerbaïdjanaise. Mais la plupart de nos civils sont abrités dans les caves qui sont prévues à cet effet, et nous avons, à l'heure où je vous parle, quelques 280 morts militaires qui ont sacrifié leur vie pour défendre leur famille, leur maison. Est-ce qu'il y a des déplacés? Oui, il y a des déplacés naturellement, parce que la stratégie de l'Azerbaïdjan, c'est de viser les populations civiles dans les villes qui n'ont pas d'installation militaire. Et donc, dans ces conditions-là, pour faire face à cette stratégie, il est tout à fait naturel de mettre à l'abri les femmes, les enfants qui sont restés sans défense dans ces villes. Et évidemment, il y a une partie de la population qui a pris le chemin de l'exode. Et sur ce plan-là, le pouvoir azerbaïdjanais, son intention de faire en sorte pour que la population arménienne, qui est une fois encore la quasi-totalité de la population du Karabakh, ou prenne l'exode, ou soit anéantie sur place. C'est assez grave ce que vous dites là. C'est grave ce qui se passe sur place, et c'est ce qui se passe sur place. Juste une question pour le téléspectateur lambda qui ne comprend pas grand-chose de ce qui se passe dans cette région. Si j'étais à leur place, je me demanderais qu'est-ce qu'il y a sur ce territoire qui intéresse tant l'Azerbaïdjan? Il y a un honneur
pour défendre le drapeau azerbaïdjanais. Le président azerbaïdjanais, ça fait 26 ans qu'il promet à son peuple qu'il va reconquérir ce territoire. Le père d'abord et puis le fils. Alors le père d'abord, ensuite le fils, parce que c'est un pays où le pouvoir passe de cette manière, reste dans la famille. Et l'épouse de M. Aliyev, d'ailleurs, est la vice-présidente de ce pays. Donc a promis que, d'une manière ou d'une autre, ce territoire serait conquis par l'Azerbaïdjan. Et c'est la promesse aujourd'hui, c'est cette promesse donnée qu'il essaie de réaliser, de concrétiser. Le Haut-Karabakh ne recèle pas de pétrole ni de ressources naturelles très riches. La raison n'est pas du tout économique. La raison peut être économique uniquement dans l'esprit de deux personnes, qui sont M. Erdogan et M. Aliyev, et qui est due aux difficultés économiques et sociales présentes dans leur pays. Que les deux pays traversent, c'est ça? Que les deux pays traversent, mais pas seulement les deux pays, mais en tout cas beaucoup de pays traversent ces difficultés, mais ces deux dirigeants, pas de pays, ont décidé pour renforcer leur pouvoir, uniquement leur pouvoir, propre pouvoir. Ce n'est pas leur pays qui renforce, c'est leur pouvoir qui renforce. Ont décidé qu'ils avaient le droit de vie ou de mort sur des milliers, voire des dizaines de milliers de populations, en mobilisant, en jouant sur le fibre nationaliste, l'un en Turquie, l'autre en Azerbaïdjan. Comment appréciez-vous et quel est votre commentaire sur la position de la communauté internationale, entre guillemets, la communauté internationale? La communauté internationale, depuis maintenant quasiment 10 jours, sans cesse appelle à l'arrêt des hostilités, c'est-à-dire suivre le droit international qui exige, qui interdit l'emploi de la force, l'usage de la force pour régler un différend. Naturellement, le pouvoir azerbaïdjanais et puis le pouvoir turc aussi, font semblant de ne pas entendre les appels de cette communauté internationale. Font semblant de ne pas entendre, ou bien cette communauté internationale est à faune ou n'écrit pas si fort que ça? Alors, la communauté internationale peut crier plus fort parce que la situation est réellement grave. Il s'agit de la vie, de l'existence de toute une population arménienne aujourd'hui qui vit sur ce territoire. Ce n'est pas un droit d'un territoire, c'est une question de vie ou de mort. Et si on veut que cette population puisse exister, puisse vivre, il faut que les actions soient plus concrètes et plus sévères. Quelles actions, par exemple? Plusieurs actions. Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour au moins stopper les tueries? Plusieurs actions. Première action, c'est prendre sans délai des sanctions, à la fois sur la famille Aliyev et sur la famille d'Erdogan et leur entourage. Gel des avoirs, sanctions personnelles. Ensuite, on peut imposer, encore une fois, sans délai, toute livraison d'armes à la fois à la Turquie, mais aussi à l'Azerbaïdjan pour ne pas alimenter cette guerre. Aussi à l'Arménie pendant que nous y sommes, parce que les Arméniens aussi y tirent quand même. Les Arméniens se défendent. Si vous voulez, si la communauté internationale décide de faire un embargo sur tous les protagonistes, évidemment, je serai d'accord. Mais en l'occurrence, c'est l'Azerbaïdjan qui attaque, épaulé par les djihadistes, et la Turquie qui encourage cela. Je suis d'accord pour qu'il y ait un embargo sur tout le monde. Je suis d'accord. Troisième élément, c'est de reconnaître à la population qui est sur place le droit à l'existence. Le droit à l'existence, un statut, pour que le président azerbaïdjanais... Ça, c'est une solution à long terme, ça. C'est une solution à très court terme, parce que la solution de M. Aliyev est de venir anéantir la population qui est sur place. Si on veut que le président... Et c'est ça sa solution. Et si on veut que l'Azerbaïdjan comprenne que ce n'est pas une solution, que cette solution est vouée à l'échec et qu'il ne doit pas faire cela, il faut reconnaître le droit à l'existence et il faut reconnaître le droit à l'autodétermination de cette population pour que l'Azerbaïdjan ne croit pas qu'il a, le pouvoir en tout cas azerbaïdjanais ne croit pas qu'il a le droit de vie ou de mort sur cette population. On va conclure notre entretien sur la France. Quel rôle la France peut-elle jouer dans le dénouement de cette crise et comment le président Macron peut contribuer à ramener ne serait-ce qu'un cessez-le-feu en attendant de trouver une solution à long terme?
D'abord, je dois saluer la clarté avec laquelle Monsieur le Président s'est exprimé sur la question dès le début du conflit. Il a pointé 3 éléments en disant qu'il n'y avait pas de source sûre de justification de l'attaque de l'Azerbaïdjan, désignant très clairement que c'est l'Azerbaïdjan qui agresse le Haut-Karabakh. Deuxième élément, il a nommé la Turquie comme un élément déstabilisateur dans ce... Ça me fait plaisir, ça. Ça ne me fait pas plaisir. Malheureusement, il faut faire même plus pour que ces tueries cessent. C'est au-delà de mon plaisir. Croyez-moi, quand il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui meurent, il ne s'agit plus de plaisir ou de tristesse. Il faut prendre des mesures réelles pour que cela cesse. La vie des hommes et des femmes compte. Et donc la France a un rôle à jouer on va dire, dans le règlement de ce conflit. Vous le croyez-vous? Absolument, parce que la France, il y a un groupe de Minsk qui s'est mis en place comme une structure de médiation. La France co-préside de ce groupe de Minsk, donc maîtrise parfaitement le sujet, connaît tous les détails de ce conflit, son histoire. Et donc la France, de ce fait, non seulement est légitime, mais aussi a toute la connaissance et maîtrise pour pouvoir jouer un rôle pour mettre fin à ce carnage. Hovhannes Gevorkian, merci. C'est moi qui vous remercie. Représentant du Haut-Karabakh en France, merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour nous parler de cette crise majeure aux conséquences imprévisibles. En tout cas, on va suivre avec beaucoup d'attention le développement de la situation sur le terrain. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme, évidemment, sur Télésud. On se retrouve pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.